Aujourd'hui, on a sorti les lunettes parce qu'on va parler d'un truc super sérieux. On va parler des stéréotypies. Déjà pour commencer, ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est des séries de mouvements qui vont être répétées de manière automatique, sans but ni fonction physiologique. Il y en a 4 qui sont très communes. Donc la première, c'est le tic à l'appui. Le cheval prend appui sur une surface fixe avec ses dents, il contracte les muscles de son encolure et il fait passer de l'air dans son œsophage en faisant un bruit bien caractéristique. Et le tic à l'appui a un dérivé qui s'appelle le tic à l'air pour les chevaux qui ne prennent pas appui mais qui font simplement cette contraction de l'encolure avec ce bruit bien particulier. Ensuite, on a le tic de l'ours. Il se traduit par un cheval qui se balance latéralement d'un intérieur sur l'autre. On a également l'encensement qui a un balancement de la tête ou de l'encolure de haut en bas. Et on a le tic ambulatoire où là le cheval va tourner en rond dans son box sans arrêt ou alors le long des clôtures en effectuant toujours le même tracé. Comme je vous l'ai dit, celles-ci sont les 4 principales mais il existe une multitude de stéréotypies. On a tout ce qui est mouvement de langue, de lèvres, les léchages un peu compulsifs sur des surfaces qui n'ont pas lieu d'être, les menaces systématiques et sans but, les frottements ou grincements de dents, des mimiques particulières du visage. En fait, il n'y a pas vraiment de règle là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout comportement qui est répété comme ça et qui n'a pas de but particulier ou de fonction physiologique doit alerter et faire l'objet d'une consultation vétérinaire. Souvent, les stéréotypies sont le résultat d'un mal-être lié à une frustration qui induit un stress physique ou psychologique. Stress la plupart du temps causé par des conditions de vie inadaptées aux besoins du cheval, par exemple le box, la solitude ou le manque de fourrage. Ça peut aussi être occasionné par un travail inadapté, par exemple un travail trop éprouvant physiquement ou mentalement, ou des méthodes inadaptées par exemple. Et la dernière cause la plus courante qui amène à des tics, c'est le sevrage qui est fait dans des conditions inadéquates au poulain, donc par exemple trop tôt ou trop brutal. Bien entendu, je vous ai là donné les causes les plus courantes, mais une fois de plus, il y en a une multitude, ce qui me permet de faire une transition sur la suite, puisqu'il paraît qu'il y aurait aussi une part génétique. Des études ont démontré que les poulains dont les parents présentent des stéréotypies ont plus de chances d'en développer à leur tour. Évidemment, ce risque est accru lorsqu'il s'agit de la mère, puisqu'en plus de la part héréditaire, on a une part de mimétisme. En fait, le poulain va tout simplement prendre exemple sur les comportements de sa mère et donc risquera de développer les stéréotypies qu'elle présente. On a d'autres études qui semblent affirmer que la race pourrait être un facteur prédisposant ou non au développement de stéréotypies, et puis il y a d'autres études qui affirment le contraire. Donc pour le moment c'est assez difficile de faire la part des choses là-dessus, mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Depuis des milliers d'années au moins, l'humain sélectionne les chevaux pour leur capacité physique ou mentale. Ça, jusque-là, je vous apprends rien, c'est comme ça que sont nées les races. On a créé le pur sang anglais pour courir vite et donc pour gagner des courses, parce que bien sûr la rentabilité a une grande part dans toutes ces créations de races, mais c'est un autre sujet que nous allons mettre de côté. On a créé le Pent pour sa jolie robe et aussi pour sa docilité. On a créé quoi d'autre comme race? On a créé le criollo argentin pour travailler, pour être performant en polo. On a créé le curly aussi pour ses capacités à être hypoallergénique, puisque les poils du curly qui est bouclé comme son nom l'indique, est hypoallergénique. Et on a créé plein d'autres races pour plein d'autres raisons que j'ignore, hein, honnêtement. Mais notre cher humain était tellement obsédé par la satisfaction de réussir à ses critères et par la rentabilité qu'il a parfois laissé certains critères un petit peu importants de côté, j'ai envie de dire. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des chevaux moins rustiques, plus fragiles physiquement, mentalement aussi, donc moins dociles. Des chevaux qui sont par exemple pas capables d'encaisser un entraînement sans avoir des protections au niveau de leurs pieds parce que leur selle est trop fine. Enfin, il y a des millions de choses comme ça que l'humain a laissé de côté. Donc ça, à la limite, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, parce que on trouve des solutions. Ces chevaux-là, ils sont chouchoutés, ils ont un suivi vétérinaire aux petits oignons, on les couvre, on les surprotège, on leur met des fers, on trouve des solutions pour tout ça. Mais on a aussi fait de la grosse merde en créant de grosses anomalies, notamment en croisant des animaux qui avaient un lien de parenté, ce qui s'appelle la consanguinité. Donc je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la consanguinité, c'est pas hyper fun. Après, on s'est rendu compte d'autres choses. On s'est rendu compte que croiser certaines robes pouvait créer de gros dysfonctionnements, notamment au niveau physique et neurologique, ce qui impacte énormément la vie du cheval, voire la raccourcit considérablement, puisque certains poulains vivent quelques heures dans d'atroces souffrances et meurent. On sait aussi que certaines races comme le frison ou le pur sang arabe sont en proie à des malformations ou des maladies qui peuvent avoir aussi de lourdes conséquences. Chez les chevaux, on a encore relativement peu de recul. Par contre, chez les chiens qu'on a commencé à domestiquer et à façonner bien avant les chevaux, c'est flagrant. Je pense qu'on a tous déjà entendu parler des difficultés respiratoires des chiens, type chien qui a rencontré un bus, là, les carlins, les bulldogs et tout ça, qui ont des problèmes respiratoires incroyables. Les bergers allemands qui ont des problèmes de train arrière, les cavaliers King Charles qui ont des problèmes
neuro parce que leur boîte crânienne est trop petite pour leur cerveau. Enfin, je veux dire, on invente des choses qui sont incroyables. Border Collie, les Malinois qui ont des problèmes comportementaux plus élevés que la moyenne, on va dire. Tout ça, c'est le fruit des conneries de l'humain. Bref, je reviens au sujet de base parce que je crois que là, on l'a tous oublié. Mais personnellement, je serais pas surprise d'apprendre un jour que bah, les croisements qu'on a fait, la génétique a un impact sur le développement ou non de stéréotypie. Du coup, vous avez à peu près compris ce qu'est une stéréotypie et à quoi elle est due. Maintenant, j'ai envie de dire, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On est bien d'accord qu'il est super important que le comportement s'arrête parce qu'il n'est pas anodin du tout déjà mentalement et aussi physiquement. Vous allez voir pourquoi juste après. Allez, on va prendre un exemple concret. On a Cacahuète. Donc voici Cacahuète. Elle vit au box avec un repas de foin et 8 litres de grains par jour pour maintenir son énergie parce que tu vois, elle tourne en grosse épreuve de CSO. Donc on a un peu besoin que ce soit une lionne quoi sur les parcours. L'estomac de Cacahuète ne reçoit pas de nourriture en continu, hein, c'est un besoin fondamental. Et pire encore, il reste un trop long moment vide, ce qui a fini par créer des ulcères. Du coup, les ulcères lui font mal, ce qui engendre un stress. Vous commencez à comprendre, je pense. Pour compenser, Cacahuète se met à tiquer à l'appui. Comme Cacahuète a la dalle, quand son foin arrive, elle se jette littéralement dessus et elle le finit beaucoup plus rapidement que ce qu'elle ne devrait. Du coup, bah, elle tique encore. À force de tiquer, ses dents s'abîment et elle commence à plus pouvoir manger son grain correctement. Du coup, bah, elle tique encore plus parce que ça engendre encore plus de stress pour elle et ainsi de suite. Vous le voyez là, le cercle vicieux? Du coup, la meilleure solution pour sortir de ça, évidemment, c'est, roulement de tambour, c'est d'empêcher le cheval de tiquer. Non, je déconne. Le tic, c'est une sorte de rituel qui va permettre au cheval, dans une certaine mesure, d'atténuer son stress et de se rassurer, de se réconforter. Si on l'empêche de se réconforter, on va au contraire engendrer encore plus de stress et là, on va avoir un cheval qui va tiquer dès qu'il en aura l'occasion et qui va compenser en développant d'autres stéréotypies quand il n'aura pas l'occasion de tiquer comme il veut. Donc le collier anti-tic, vraiment, oublie. C'est une idée de merde. On l'a dit plusieurs fois, le problème, c'est pas le comportement, parce que le comportement, c'est la conséquence. Le problème, c'est la cause. Et la cause, c'est le stress. Donc le plus intelligent, à mon avis, c'est de trouver la cause de ce stress en faisant peut-être un état des lieux. Est-ce que mon cheval bénéficie des conditions de vie dont il a besoin? Est-ce que le travail que je lui impose est adapté? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais il y a des chevaux qui ne sont pas faits pour sortir en concours tous les week-ends, comme il y a des humains qui ne sont pas faits pour sortir en boîte tous les samedis soirs. Une fois que la source du stress est trouvée, il suffit de mettre des choses en place pour atténuer ce stress et espérer voir s'atténuer avec les comportements stéréotypiques. En sachant que ces comportements-là sont souvent très ancrés. C'est des choses qu'on a souvent sous-estimées et un petit peu laissées traîner et du coup ils sont très difficiles à faire disparaître. On peut les atténuer mais les faire disparaître totalement c'est compliqué. Il existe des centaines de choses à mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux petit à petit et au cas par cas. Après, moi ce que je vous conseille évidemment c'est de vous faire accompagner par un professionnel qui pourra vous aider à cibler quels sont les points vraiment à travailler et comment les mettre en place. Je pense que le mieux, c'est un comportementaliste ou évidemment un pro mais qui a été formé à ce sujet. D'ailleurs, petit tips, si un pro vous conseille comme solution d'empêcher le cheval de tiquer, c'est qu'il n'est pas formé. Donc vraiment cherchez quelqu'un d'autre. C'est un vrai conseil. Voilà, une fois de plus, j'espère que la vidéo vous a plu. Le sujet est hyper complexe et je trouve qu'il est très difficile à synthétiser. Donc j'espère que les choses sont claires et qu'on va pas trop me tomber dessus parce que c'est trop vulgarisé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou à venir directement échanger avec moi en message privé sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!